Bienvenue sur Parenthood, le podcast dédié à la parentalité. De l'envie d'avoir un enfant à sa conception, de la grossesse à l'accouchement, du postpartum au début et difficultés de l'éducation, ce sont des mamans et des papas qui viennent témoigner et partager avec nous leur vécu et leurs expériences, mais aussi des professionnels qui répondent aux questions que l'on se pose. Ici, on apprend, on se rassure et on déculpabilise. Alors, on respire un grand coup et c'est parti. Pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir encore leur grand-mère, pour celles et ceux dont les grands-mères ont bercé leur enfance mais qui sont malheureusement partis, pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir encore leur maman à leur côté et le bonheur de l'avoir vue devenir grand-mère, pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir leur maman devenir grand-mère mais qui l'imaginent régulièrement. Vous, parents qui avez l'habitude d'écouter ce podcast, vous êtes-vous déjà posé la question de savoir ce que l'on pouvait ressentir lorsque nos petits bouts deviennent adultes et fondent à leur tour leur famille ? Personnellement, ça m'est arrivé plus d'une fois, et surtout en échangeant avec ma propre maman. J'ai bien vite compris davantage de choses en devenant moi-même maman, et je me suis souvent questionnée sur ce lien de grand-mère à petit enfant qui me fascine. C'est encore un peu tôt pour moi de m'imaginer grand-mère, mais il me semblait important de creuser tout de même en ce sens. Et c'est quand j'ai rencontré Monica, qu'elle a évoqué ses petits-enfants et moi le podcast, que l'idée de préparer un épisode dédié aux grand-mères se fait jour. Alors ce fut une véritable aubaine lorsque Monica a accepté d'y participer et de se confier sur ces deux rôles qui sont si chers à son cœur. Celui de maman tout d'abord et celui plus récent de grand-mère. Au fil de nos discussions qui alliaient douceur, émotion et humour, j'ai été embarquée dans un voyage dans le temps et j'espère que ce sera également le cas pour vous. Merci mille fois Monica de nous avoir partagé ton histoire et ton expérience. Bonjour Monica. Bonjour. C'est un épisode un petit peu spécial qu'on va enregistrer aujourd'hui parce que Parenthood, c'est un podcast qui est dédié à la parentalité. Je présente souvent des témoignages de parents ou de professionnels qui sont liés à la parentalité. Mais aujourd'hui, on va te présenter, Monica, présenter ton histoire à la fois de maman et de mamie. Ça va être intéressant de connaître ton histoire de grand-mère, de voir aussi comment est-ce qu'on passe de maman au statut de grand-mère. Donc, on va gentiment commencer. Monica, est-ce que tu pourrais te présenter, simplement me dire qui tu es, puis présenter ton environnement familial ? Volontiers. Alors, voilà, je suis Monica, j'ai 60 ans. Je travaille dans une crèche, malheureusement pas auprès des enfants directement, mais seulement dans les bureaux. Mais j'ai quand même un lien d'une certaine manière avec eux, et en tout cas avec les familles, bien évidemment. Comme tu le dis, je suis grand-maman depuis quelques années, mais avant ça, j'ai eu forcément des enfants, 3 garçons qui ont 2 ans d'écart entre eux, et mes 2 aînés sont devenus parents. Ils ont une fille et un garçon chacun. Il y a 4 petits-enfants. Les 2 premiers sont des petites filles, les 2 deuxièmes sont des garçons. Et ils vont de quel âge à quel âge ? Donc les filles ont 3 ans et demi et les garçons ont 1 année à peu près parce qu'ils se suivent de très près. Les filles ont 2 mois d'écart et les garçons ont 3 mois d'écart. Ah, c'est génial. Donc tes deux fils ont eu des enfants au même moment. Exactement. C'est génial. Exactement. Ah, j'ai hâte que tu nous en dises plus justement sur la façon dont ça s'est passé, sur comment tu l'as vécu. Mais avant d'en arriver là, est-ce que tu pourrais me dire si toi, en tant que personne, t'as grandi dans un environnement qui était spécialement familial ? Est-ce que t'avais des frères et sœurs ? J'ai 3 sœurs qui ont également eu 3 enfants chacune et 3 garçons chacune. Je peux pas vraiment dire que dans mon enfance, j'ai vraiment grandi dans un environnement familial parce que il n'y avait peut-être pas d'environnement familial comme je l'entends. Par contre, j'ai connu ceci en connaissant mon mari. Donc mon mari, il a 4 frères et sœurs. Donc avec des liens plus serrés et puis plus d'affect. Voilà, et c'est là que j'ai retrouvé en fait la famille que j'idéalisais lorsque j'étais enfant. Je me projetais en tant que maman. J'ai pas souvenir de m'être projetée en tant que grand-mère. Je pense pas. pas à ce moment-là en tout cas. Mais oui, c'était mon souhait, c'était de pouvoir avoir des enfants. Petit à petit, j'imagine que tu t'es embarquée dans cette vie de famille aussi. T'es rentrée dans sa famille, en fait, comme tu disais. C'est ça. Alors, en fait,
les valeurs et puis les idées que nous avions et nous avons toujours face à la famille se ressemblaient beaucoup, ce qui nous a permis d'avancer finalement assez rapidement. On a tout de suite remarqué qu'on allait dans le même sens tous les deux et ça nous est venu de manière relativement naturelle finalement d'avoir des enfants, d'en avoir plusieurs et rapprochés. C'était vraiment un choix et on a eu la chance de pouvoir le faire. Ce qui n'est pas toujours le cas. Oui. Mais là, en effet, en 4 ans, on a eu 3 enfants. Je sais pas pourquoi je m'étais fixé 5. Je pense que mon mari a juste été un peu plus raisonnable et sage que moi. Et on s'est arrêté à 3, avec grand plaisir. Et comment ça s'est passé alors? C'est partie de ces journées qu'on n'oublie pas. Ouais. Je revois tout à fait ma sortie du laboratoire où j'ai été faire la prise de sang. C'était vraiment une grande joie tout de suite, mais il a fallu attendre que je puisse trouver une cabine pour téléphoner à mon mari qui était au travail. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait des cabines. C'était comme ça. Voilà, j'ai pu la partager avec le reste de la famille en temps voulu, très rapidement quand même, parce que à l'époque, en tout cas nous, on fonctionnait pas comme aujourd'hui. Donc la voix s'est très très vite répandue et c'était voilà une joie très très forte. C'est la première qui t'a vraiment marqué? Non, les 3. Les 3 parce que c'était quelque chose de plus pour la famille. Il y a tout ce qui va avec, puisque évidemment pour une 2e et une 3e grossesse, il y a quand même les grands frères qui deviennent grands très très vite. Oui. Oui. Donc il y a tout un contexte qui est différent pour un 2e. Est-ce que tu te souviens plus ou moins en tout cas de tes grossesses, Oui. Comment tu te sentais enceinte? Oui. Oui. Je dirais que mes 2 premières grossesses ont été identiques, si je peux dire. J'ai pris le même poids, j'ai eu le même type de forme de ventre. Et puis pour le 3e, c'est un tout petit peu différent parce que je perdais du poids au début et je n'ai pas pris beaucoup de poids non plus pendant la grossesse, donc j'avais une différence à ce niveau-là et j'étais un tout petit peu surveillée. On espérait qu'il atteigne 2 kilos et finalement il en faisait 3,5 kg. C'était le plus lourd des 3. Donc on n'a jamais su pourquoi j'ai passé ces petites... Mais voilà, mais sans souci. Et les accouchements, tu t'en rappelles aussi, j'imagine. Oui. Effectivement, il y a sûrement des détails dont je me souviens plus, en effet. Mais non, mais c'est quelque chose qui reste là aussi gravé, ne serait-ce que certaines images, que le lieu, vraiment la salle d'accouchement. Donc non, je me souviens parfaitement. C'est quelque chose qui se vit de manière, j'imagine, très différente pour chaque femme. Moi, j'en ai gardé, malgré le côté pas très drôle, le souvenir magique. Malgré que le 3e soit né en siège. Donc là où il y a un accouchement particulier, beaucoup plus violent, j'ai envie de dire, beaucoup plus rapide, mais avec un souvenir bien présent. Mais t'étais préparée? Ils avaient essayé de le retourner, ça n'a pas fonctionné. Et puis tout s'est finalement très très bien passé. Plus vite que prévu. Mais c'était un accouchement par voie basse, oui. C'était pas par césarienne. Finalement, il n'y a pas eu besoin. Mais c'était plus vite que ce que les médecins avaient imaginé. Donc en fait, je me souviens très bien des horaires. Je sais qu'à 6h30, j'étais dans mon lit et à 7h37, il est né. Ah, carrément. Et à 6h30, je me suis réveillée par rapport aux douleurs et à 7h37, il est né. Wow. Donc c'était un petit peu... Et t'as eu le temps d'aller... Je suis arrivée à la mat. Okay. Mon mari a pour une fois conduit relativement vite. Et on y est arrivé. Et tu te rappelles de ce moment où tu rentres à la maison avec ton 2e, avec ton 3e bébé et que tu le présentes à ton premier fils, à tes 2 premiers fils? Oui. L'autre aîné, il avait pas tout à fait 2 ans pour la naissance de son premier petit frère. Il l'avait rencontré à la maternité puisqu'il était venu avec son papa nous voir. Il en était très fier. Il me paraissait très très grand du coup. L'autre aîné que je n'avais pas vu depuis 1 ou 2 jours, il avait énormément grandi face à ce petit bébé. Arrivé à la maison, c'était très chouette justement de le faire participer en fait au peu de choses qu'il pouvait, mais en tout cas de l'inclure ou de me préparer la couche ou enfin voilà, de faire ces petites choses qu'il pouvait faire. Et lorsqu'on lui a annoncé que j'attendais son 2e petit frère, ça devait suffire. C'était très clair. On y avait déjà fait le coup il y a 2 ans, donc... Et voilà, et quand j'ai eu les 3 enfants en même temps à la maison le premier jour, c'était un lundi, je craignais pas mal ce passage, et finalement, j'ai trouvé qu'il fallait commencer par le 3e.
et pas par le premier. Ouais. N'ayant pas tout l'inconnu qui m'attendait avec un premier. Voilà, l'aîné il avait 4 ans du coup, et tous les matins on faisait une séance photo, tous les 3, et moi je prenais des photos, et c'était notre petit challenge du matin. C'est chou. Le matin, au moment de l'allaitement du dernier, les 2 plus grands prenaient leur biberon ou leur biscuit ou leur petit déjeuner en même temps que le bébé sur le canapé, tous ensemble, et on avait la séance photo. Et par rapport à, tu sais, la présence de ton mari, est-ce que toi qui as vécu du coup en tant que maman et qui vois du coup tes belles-filles et tes fils, est-ce que tu ressens l'évolution, la différence ou je sais pas, peut-être la différence d'implication que ce soit des papas ou la différence de vision en fait de la notion de famille? Mon mari, non, il était très très présent. Pour autant que son travail le lui permette, il était dans la restauration, donc il y avait des horaires très difficiles à concilier avec une famille. Mais ce que j'ai constaté déjà au niveau de la grossesse, pendant la grossesse, cette participation à tous les petits cours, aux grands cours, c'est différent. C'est différent, peut-être que on a réalisé que ça avait toute son importance, que le papa commence aussitôt que possible à être intégré là-dedans. Chose qui se faisait peut-être un tout petit peu moins avant, alors que maintenant je trouve que l'implication des papas est beaucoup plus marquée. Je la trouve très intéressante et très importante. Je trouve que voilà, le papa est vraiment présent, le lien doit certainement se construire plus fort, c'est peut-être pas le mot, mais plutôt. Ouais, c'est positif de l'entendre aussi, parce que pour d'autres générations qui viennent après, on n'a pas forcément les repères de savoir comment ça se passait avant, même si effectivement c'est pas fini, il faut continuer. Tout à fait. On aimerait quand même en obtenir un petit peu plus. Oui. Non, bien sûr. Et alors, la vie de famille avec 3 enfants en bas âge, ça a dû être assez... On répondait à l'idée de famille que tu t'étais fait finalement. Oui. C'était sportif et intense, oui, c'est une certitude, mais d'une manière positive. C'était très peu famille télé ou chacun pour soi. Bien au contraire, on était plutôt, évidemment selon l'âge, plutôt sortis, plutôt jeux de société, plutôt créer, maintenir et garder ce lien sur de longues années. On a pu très longtemps garder ça, même ado. C'était très chouette. L'espace de 4 ans, il y a eu 3 bébés. L'aîné a dormi la nuit tout seul très très tard, après ses frères. Voilà, donc c'était l'expérience différente avec mes 2 autres enfants pour le côté endormissement et sommeil. Je pense que j'ai été un petit peu meilleure la 2e et la 3e fois. Oui, t'avais pris la main. C'est ça. Et on a plus confiance en soi, j'imagine. Exactement. Aussi. Moins de crainte. Ouais. Moi, j'ai eu beaucoup de chance avec le pédiatre, par exemple, où j'ai été beaucoup accompagnée, beaucoup écoutée. Mes enfants ont eu de la peine à s'en aller lorsque ça a été le moment. Ils auraient continué à être suivis. Oui. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir un bon lien, un chouette contact, quelqu'un de disponible et à l'écoute. En dehors du pédiatre, t'arrivais à te tourner du coup vers ta famille ou plutôt la famille de ton mari, dont tu étais très proche? Alors, avec la famille de mon mari, oui, mais voilà, ils vivent dans le sud de l'Italie, dans un village, et donc les mentalités sont différentes, les habitudes sont différentes. Par rapport au manque de sommeil de mon fils aîné, finalement le pédiatre nous a envoyés à la guidance infantile pour nous aider. Chez le psychiatre, parce que c'était un psychiatre qui nous a reçus. Moi, j'étais très contente d'y aller, parce que j'avais besoin de dormir. Et là, en 1986, ma belle famille ne pouvait pas comprendre, parce qu'ils avaient pas les mêmes habitudes de vie et les mêmes possibilités aussi de recevoir de l'aide. Mon mari a été très surpris quand je lui ai dit que le pédiatre nous a proposé ça. Pendant longtemps, 1 année et demie, mais il n'était pas contre, mais il voyait pas l'intérêt. Et je faisais partie pas des rares, mais avec le bébé de 18 mois. Donc nous avons passé à la télévision, dans les journaux. Ah oui. Oui. Parce que voilà, c'était nouveau. Et là aussi, c'était beaucoup de chance parce qu'on a pu tomber sur le professeur qui nous a beaucoup aidé. Et du coup, ça t'a permis justement d'avancer et puis je dirais pas forcément régler, mais en tout cas de le régler par la suite, oui, et puis d'avancer justement case par case. Et... Ouais, c'est vrai que c'est pas évident, hein, les questions de sommeil, et puis c'est très lié aussi forcément avec les parents.
Oui. Pas toujours, mais accepter et puis pouvoir travailler dessus, c'est pas évident. C'est ça. Alors, donc moi, quand j'ai eu mon aîné, j'avais 22 ans. Pour l'époque, c'était un âge tout à fait normal. Mais lorsqu'il est né, il a été décelé qu'il avait un problème à un œil, et donc il a été opéré. Et pendant sa première année, jusqu'à ses 18 mois, il a été opéré 8 fois. Ah oui. Ses soucis de sommeil, bien évidemment, c'était mes peurs que je lui transmettais, mais ça a contribué à ce qu'il ne dorme pas très bien. Mais j'ai appris beaucoup de choses que justement je ne connaissais pas, et ça m'a permis d'aller de l'avant. Et ce qui est super aussi, c'est que tu te sois fié à ton instinct, d'autant plus que c'était le premier. Je l'ai un petit peu retrouvé lorsque les enfants sont devenus adolescents, lorsque les enfants se sont installés dans leur propre famille. C'est une chose, je pense, qui est très utile. Oui, mais très difficile. Très difficile. Parce que tu peux facilement basculer soit d'un côté, soit de l'autre. Justement, alors comment est-ce que toi, t'es passée de ce cap d'être maman à, petit à petit, hein. Je pense que petit à petit, l'idée a dû germer que t'allais, pas bientôt, mais que t'allais un jour devenir grand-mère. La première fois, qu'est-ce que ça t'a fait? Alors, déjà, c'était une explosion de joie par la manière dont ils nous l'ont annoncé, et aussi parce qu'on s'y attendait pas du tout. En fait, mon fils aîné venait de se marier depuis quelque temps, et c'était pas par rapport au mariage forcément, mais comme ça, en l'air, il était dit que ça serait lui le premier. Et en fait, c'est le deuxième qui nous a annoncé qu'ils attendaient un enfant, donc on s'y attendait vraiment pas. C'est des faux billets de loterie romande qui avaient été imprimés pour nous. Et en fait, sur le billet de mon mari et moi, il était noté qu'on allait devenir grands-parents. La loterie romande me disait qu'il y a un bébé qui allait arriver, je comprenais pas très bien. Parce que le texte, c'était il y a un bébé qui va arriver. Bébé en route. Bébé est en route. Oui, donc vrai. J'ai mis quand même un petit moment à comprendre. C'est juste magique. C'est génial. Je pense que quand on le vit, on comprend ce qu'une grand-mère ou un grand-père peut avoir vécu, et avant de l'avoir vécu, c'est un moment qui est extraordinaire. Ouais, parce que ça m'a vraiment intriguée, et je me suis dit, est-ce que c'est redevenir maman une autre fois? Parce que je comprends, en même temps, il y a ce lien très très fort derrière, il y a cet attachement aussi qui me fascine, et c'est aussi ça que je cherchais à savoir. Non, c'est pas redevenir maman. Alors oui, je dois dire que j'ai un attachement très particulier au bébé, au nourrisson, à tous les enfants, mais spécialement au bébé. Mais pour moi, ça a été très clair dès le début que ce n'était pas le mien, et je n'avais pas l'intention de m'approprier. Mais ça n'empêche qu'on devient quand même un peu gaga quand on a un bébé dans les bras. Mais de voir nos enfants devenir parents, c'est aussi une émotion qui est très forte. C'est une continuité de la vie, c'est une continuité de la famille, c'est une chance. Oui, ce sont des émotions bien distinctes. Tu es en train de me dire qu'il y a quelque chose de génial, c'est que du coup vous avez eu cette annonce avec ton mari, et 3 mois et demi plus tard, vous avez une deuxième annonce. Exactement. Mais cette fois-ci, vous étiez, peut-être un petit peu préparé, mais peut-être pas tant à ce moment-là. Pas tant que ça. Vous deviez être embarqué en fait dans l'aventure de la première grossesse. Quand Alessio, donc notre deuxième, nous a annoncé l'arrivée du bébé, en fait, notre aîné et sa femme étaient déjà enceintes. Mais comme on l'annonce pas avant 3 mois. Oui. Voilà, donc en effet, on ne s'y attendait pas plus que ça. En tout cas, le jour où ils nous l'ont dit, on pensait pas. On avait de nouveau une soirée tous ensemble pour trouver que le deuxième petit bébé allait arriver. Et cette fois-ci, t'as compris plus rapidement? Et ça a été un peu plus vite. Ça a été quand même un peu plus vite. Du coup, la loterie romande n'était pas mêlée, donc je suis arrivée un petit peu plus vite. En tant que maman, comment est-ce que tu vivais ces grossesses? Alors voilà, on les vit aussi de manière retirée, un petit peu retirée, pour pas de nouveau envahir. Moi je. C'est juste magnifique de se dire. On a beaucoup rigolé, et tout le monde m'a toujours dit, fais attention, un jour t'auras 3 belles filles. Oui, et ça a toujours été un peu la boutade. Et je dois dire que j'ai beaucoup de chance d'avoir 3 superbes belles filles, et de les voir justement porter notre futur petit enfant, c'est juste magique. Donc non, moi je dirais que ça s'est très très bien passé, si ce n'est que pour ma deuxième belle-fille, elle nous a partagé la grossesse, de son deuxième. Le lendemain, j'ai eu le Covid. Et le surlendemain, elle l'a eu aussi. Et toute la famille y a passé en 3 jours. C'était le seul petit couac. Gros stress. Oui, c'est un peu gros stress. Ouais.
Et comment tu l'as vécu cette fois-ci aussi, encore une fois en tant que grand-mère, mais qui a été maman? Toi, tu étais enceinte, te donner des conseils, certains qui pouvaient t'aider, d'autres qui pouvaient te paraître peut-être un peu choquants par rapport à ta génération, à ta façon de vivre ta grossesse. Il y a certaines choses qui ont changé quand même avec les années, donc aujourd'hui, parfois, on a tendance à faire très attention à certaines choses pendant la grossesse auxquelles on faisait pas forcément attention. Et puis, quand c'est un premier enfant, on sait pas trop où se situer parce qu'on veut faire bien, c'est pas qu'on veut pas faire bien pour les autres, mais on a tendance à être très précautionneux ou précautionneuse et voilà, à prendre vraiment tout à la lettre, en fait. Et forcément, l'éducation est différente, même si on a besoin des conseils des parents, effectivement, mais parfois, il y a quand même des difficultés à se comprendre, comprendre une génération, de comprendre l'autre, et puis c'est pas forcément évident de réussir à instaurer le dialogue. Alors en effet, on a été surpris, mon mari et moi, par certaines restrictions ou attentions que nous n'avons pas connues. Mais voilà, on a découvert pas mal de choses et on était parfois assez étonnés. On s'est dit que la médecine avait avancé, les études avaient avancé, qu'il était certainement prouvé que tel et tel aliment ne devait pas, il était préférable de pas le manger. Donc on a joué le jeu, on a lavé la salade, on faisait attention au lait pasteurisé par rapport à l'achat des fromages, voilà. Ça nous a pas coûté plus que ça parce que c'est juste à savoir. Voilà, c'était surprenant pour ne les avoir pas vécus moi-même, mais je le comprends et je respecte afin d'éviter certains soucis par la suite. Et peut-être qu'avant on le faisait moins, soit par dans le bon sens du terme ignorance, ou soit par c'est comme ça, on est enceinte, la vie continue et puis on travaille jusqu'au dernier jour. Oui. Et alors, les jours J, les fameux jours, surtout les 2 premiers, j'imagine, où ça a dû être vraiment... Après, tu t'habitues aussi, comme au fait d'avoir des enfants ou... Alors, on s'y habitue, oui et non, dans le sens où ça reste un inconnu malgré tout, parce que ça reste un accouchement, donc il y a toute la part d'anxiété qui peut entrer en compte. Il y a toute cette émotion, comme si j'avais été à côté de la salle d'accouchement et que c'était assez difficile à gérer. J'avais un téléphone absolument sans cesse, avoir des nouvelles, mais je me suis dit, allez, retiens-toi, ce n'est pas ta grossesse, ton enfant, voilà. Et lorsque mon fils a appelé finalement pour dire que Léina était née, là je suis sortie parce qu'on n'a pas un réseau exceptionnel ici au bureau, et donc là c'était les pleurs qui sont sortis. Et là je me suis rendu compte que lui-même il n'était pas tout à fait dans son état, ce qui est normal, et qui commençait à dire un peu n'importe quoi. Il m'a dit qu'il n'arrivait pas à appeler son papa et des frères parce qu'il pleurait trop, donc on a décidé que c'était moi qui le ferais. La réaction des frères était très intéressante aussi, où ils ont un peu perdu pied. Ah oui? Oui, c'était vraiment c'est touchant. Très chouette. Et là, j'ai pas compris ce qu'il me disait. Je ne savais pas ce que c'était ce pot à pot. Je me suis dit, j'ai du mal à comprendre, qu'il n'y ait pas de problème, et c'est quelques jours après où je lui ai demandé ce qu'il m'avait dit, et j'ai découvert le pot à pot. Donc c'est vrai que cette différence dans les générations est très nouvelle pour certaines. Ouais. C'est génial, je me dis, parce que autant tes fils apprennent de toi, du coup tes belles-filles aussi, autant toi t'apprends aussi du coup comment la société elle change, comment elle évolue. Et quand tu parlais justement du fait que t'avais envie d'être peut-être plus présente, ou en tout cas d'envoyer plus de messages, peut-être d'aller sur place guigner un petit peu ce qui se passait, est-ce que tu penses que ça aurait été différent si que la maman du fils, enfin la maman du papa? Je comprends. Alors, c'est une question qui revient très régulièrement avec mes amis qui ont des filles et qui me disent tout le temps, c'est pas pareil pour toi, mais je ne suis pas convaincue. Ça dépend plus du lien, j'imagine. C'est ça. Pour moi, c'est le lien qui compte et c'est pas le fait qu'on soit 2 femmes à la suite, on va dire. Et pour moi, mais de nouveau, j'ai pas de fille, donc je ne sais pas. Je n'ai pas connu ce que me décrivent certaines amies qui ont des filles. Voilà, je suis très heureuse de voir que mes belles-filles ont des liens excellents avec leur maman et leur papa. Je ne vois pas de différence avec le lien que je pourrais avoir avec mes garçons. Alors peut-être que les discussions sont pas les mêmes, ça je le reconnais. Un garçon, en tout cas les miens, rentrerait peut-être moins dans des détails, il ne peut peut-être pas les communiquer, même s'ils ont assisté aux accouchements.
Alors ça, oui, peut-être qu'au niveau des détails du corps de la femme, évidemment, c'est autre chose. Mais au niveau du lien, je ne vois pas de différence. D'autant plus à notre époque où je pense que aujourd'hui les papas sont tellement investis en fait dans l'éducation des enfants que c'est pas comme autrefois où j'imagine qu'il fallait passer peut-être plus par la maman. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que les mamans, les grand-mères côté paternel, elles ont quand même ce lien très direct si elles sont proches, hein, encore une fois, de leur fils. En effet, ouais. Avant, on s'adressait peut-être plus facilement à la maman oui. pour toute question, on va dire, générale, oui. En effet. Je pense que c'est de moins en moins le cas maintenant, je pense. Oui. Oui, et puis du coup, alors les 3 mois après, de nouveau une émotion qui te submerge. Oui. C'est vraiment difficile à expliquer parce que là aussi, on va dire, le deuxième, et le troisième, et le quatrième, ça a été le même genre d'émotion. Voilà, de nouveau, c'est une vie qui arrive, c'est la famille qui continue. Les émotions sont les mêmes que pour la première petite fille. Je n'ai pas un souvenir d'avoir ressenti moins fort, même l'attente justement de la naissance. Au contraire, il y a que pour la première où on a su le prénom quelques jours avant la naissance, alors que pour les autres on l'a pas su. Et du coup, il y a aussi ce côté, on peut se projeter déjà là-dessus. C'est vrai. Et je trouve que c'est la dernière surprise, en tout cas, qu'on va pouvoir avoir. Donc il y a aussi toute cette attente, évidemment, que l'accouchement se finisse. Et cette nouvelle que nous attendons, cette surprise, fait aussi partie des émotions qui vont avec, je trouve. Oui, et alors la rencontre, comment ça s'est passé à chaque fois? Est-ce que tu allais sur place? Je me demande comment est-ce que ça se passe justement pour toi de ton côté? C'est rigolo peut-être à raconter pour mon fils qui a eu ma première petite fille, pour Alessio, parce que au vu de l'heure de la naissance et puis du repos dont la maman avait besoin, c'est un choc, je dirais, parce que de nouveau, nous on connaissait pas ça. Une maman accouchait, puis les gens arrivaient à la queue leu dans la chambre. Je dis pas que c'est très bien, mais c'est comme ça que ça se faisait. Alors que là, on n'était pas préparé à ça, vu que c'était notre premier petit enfant. Donc, si mon fils écoute ce podcast, il saura que j'étais déjà depuis 2 heures à la matin, alors qu'il croyait que j'étais chez moi. Mais pas du tout. Parce qu'en fait, dès que j'ai fini le travail, j'ai rejoint mon mari et on est partis les deux. Et là, je reçois le message, petit cours d'allaitement, petit cours de ci, petite, prise en charge, explication. Et donc voilà, au moment où on a reçu le message de pouvoir entrer dans la chambre, en fait, on était à 10 mètres. Et voilà. Et là, il y a vraiment quelque chose de magique qui se produit. De voir déjà justement un bébé, mais le bébé de la famille, grand bébé, mais quand même tout petit, dans les bras, en l'occurrence, à ce moment-là, de la maman. C'est une joie qui est assez difficile à expliquer. On ne veut pas déranger, on a peur de faire faux, mais c'est magnifique. Oui, je te sens émue et ça me touche aussi avec toi. C'est le petit moment d'émotion. Du coup, tu vois cet enfant qui grandit et puis j'imagine que tu as aussi ce côté de te dire c'est la continuité de ce que tu as créé avec ton mari, de la famille que vous avez créée. Quelque chose qui est difficile à définir. En effet, tout le monde fait partie de la même famille et c'est quelque chose qui est pour nous justement une continuité, un complément, je dirais. Par chance, on les voit régulièrement. Je suis déjà toute agitée, comme si j'étais la seule grand-mère au monde d'aller voir ces petits-enfants. Oui, c'est vrai que tu les vois souvent du coup le mercredi pour... Tu prépares des activités, tu prépares ce moment que tu vas passer avec eux. Alors oui, si on se voit à plusieurs, c'est pas la même chose. Si je peux aller les chercher, ou si j'ai les filles notamment, parce que les garçons sont encore un petit peu petits, j'essaie de préparer soit une sortie, ou alors si on mange ensemble le repas, j'aime bien faire quelque chose qui leur fait plaisir. Oui, c'est quelque chose qui est préparé. Et si on se voit à plusieurs, là, je suis absente pour tous les adultes de l'appartement. Je suis assise par terre et je joue avec les enfants. Je m'organise pour que le repas soit prêt ou très très vite préparé. Mais j'ai besoin de passer du temps avec les enfants et je suis assez peu à table
Oui, on sent que c'est un plaisir, mais aussi un besoin pour toi, en fait. Pas seulement pour eux, mais pour toi. Oui, c'est ça. Ouais. Et alors, comment est-ce que tes petits-enfants t'appellent? Alors, nous, on est resté à l'italien. C'est nonna et nonno, forcément, pour le grand-père, parce qu'on parle italien avec nos petits-enfants, seulement et toujours, dans la mesure du possible. Même si les petites filles, maintenant, nous répondent en français, forcément, puisqu'elles vont à l'école. Mais on essaye de garder majoritairement l'italien. Et tu sais les autres grands-mères de l'autre côté, comment ils s'appellent? Alors, pour Sarah, c'est Mameti, puisqu'ils sont d'origine tunisienne. Pour le grand-papa, Baba Aziz. Voilà, pardon, si je prononce juste. Et puis, du côté de Leina et Enzo, Nanou et Dadou. Voilà, c'est mignon. C'est mignon aussi. C'est très chou. Comme ça, on se différencie. Et c'est vous, chaque grand-parent, qui avez choisi comment vous vouliez que les enfants vous appellent? Voilà, on nous avait demandé, et puis, c'est ça. Et en parlant des autres familles, donc de tes belles familles, le lien s'est fait rapidement, j'imagine que ça se passe bien aussi par rapport aux enfants. Et puis... Oui, alors on a un très chouette lien, donc forcément on se connaissait déjà avant l'arrivée des enfants, on avait déjà sympathisé. Et puis même plus que sympathiser, on s'est, je dirais, intégré dans la famille les uns des autres. On avait déjà eu plusieurs occasions de se rencontrer à des anniversaires ou autre chose, et le courant passe très très bien. Je pense que sans se l'être dit, on avait tous envie que les liens soient aussi doux que possible. Déjà pour nos enfants, on savait pas encore qu'on allait avoir des petits-enfants, mais en tout cas pour nos enfants, parce que je pense que c'est agréable pour tout le monde. Et donc, oui, on a un lien qui est très chouette et qui continue à l'être depuis que les enfants sont là. Il n'y a pas de concurrence ou de rivalité, parce qu'une a peut-être gardé plus longtemps un enfant que l'autre. Pas du tout, on calcule pas, on regarde pas à ça. On essaie juste, voilà, d'être présent quand on peut et quand c'est nécessaire. Et voilà, il n'y a pas une grand-mère qui se permettrait de reprendre l'autre ou de favoriser l'enfant parce que l'autre grand-mère aurait peut-être interdit quelque chose. Ça, en tout cas, moi, je l'ai pas vécu et je pense que ça n'arrivera pas. Ouais, c'est super d'avoir une belle relation comme ça avec la belle famille, d'être en confiance aussi. Oui. Et tout à l'heure, en off, on parlait toutes les deux, et puis tu me disais aussi que ce qui était pas forcément évident dans le fait d'avoir ces petits-enfants, c'était aussi un peu ce côté éducation, ce côté réaction par rapport aux moments qui sont un petit peu plus difficiles, où il pourrait être grondé, de savoir quelle attitude adopter. C'est ça. En fait, voilà, j'ai été relativement sévère comme maman, par mon caractère, par le fait peut-être que j'avais 3 enfants sensiblement du même âge et un papa avec des horaires irréguliers, donc peut-être que tout ça mis ensemble a fait que j'ai été relativement, en effet, sévère. J'ai pas envie d'être sévère avec mes petits-enfants parce que de nouveau, je pense que ce n'est pas forcément mon rôle, mais j'ai envie que les petits-enfants aient des règles et des limites. L'enfant qui s'est fait gronder par mon fils, par exemple, même si dedans j'aurais très très envie de le faire, mais je me dis que c'est pas juste vis-à-vis de l'éducation qu'ils sont en train de leur donner. J'ai pas envie de contredire, par exemple, voilà, une interdiction que les parents ont pu donner devant moi, ou pour laquelle je suis au courant. Ouais. Voilà, j'attends que ça passe, mais pas contrer ce que les parents ont dit. Et alors, tu me confirmes que t'as le côté vraiment cool où tu peux jouer avec eux, tu recules un peu tout ce qui est un petit peu éducation ou autre. Je confirme. En effet, l'avantage d'être grand-parent, c'est justement certainement un seuil de tolérance qui est beaucoup plus large. Déjà par le fait qu'on n'a pas cet enfant tous les jours, que c'est une disponibilité qui est beaucoup plus grande qu'une maman ou un papa pourrait avoir. Parce qu'il n'y a pas la lessive, le repassage, le je ne sais quoi, les achats, voilà. Et le sommeil aussi, je dirais. La disponibilité et le sommeil. Oui, complètement. Ça change quand même aussi l'humeur des parents parfois. Mais clairement. On a gardé quelquefois la nuit les enfants. C'est sportif aussi. De nouveau, parce que ce ne sont pas les nôtres, donc on n'a pas la même oreille, ni craintes qui peuvent être présentes. Et aussi, j'ai pas envie que l'enfant soit pas bien. Je me dis que si la nuit, il a un besoin de maman ou de papa et que maman et papa ne sont pas là, je tiens absolument à pouvoir câliner la petite ou le petit. Et ça demande peut-être ça m'empêche de dormir correctement, clairement dit.
C'est clair. C'est sûr que les nuits sont très très découpées, alors qu'ils dorment relativement bien. Ouais. Pas... J'imagine quand tu passes aussi par les phases un peu maladie, rhume, etc., ça reste aussi un stress. Tu revis aussi des situations de stress, tout en étant un peu une conseillère, puisque tu as pu passer par là avec tes enfants. Donc, ce qui est virus, maladie infantile, bon, je pense que tu as toute une gamme de conseils que tu pourrais donner de ce dont tu te rappelles aussi. Oui, c'est sûr que ce sont toutes des périodes déjà vues. Ouais. Donc forcément, voilà, on se replonge un petit peu. Je pense, en tout cas en ce qui me concerne, en tant que maman, ce qu'on pourrait définir aujourd'hui un simple rhume me touchait beaucoup plus parce que c'était mon enfant et c'était peut-être la première maladie, etc. Donc ça paraissait, on relativise parce que il y a peut-être pour certains d'autres maladies plus importantes ou plus graves qui sont arrivées après. Et ça c'est très précieux justement pour les parents, pour pouvoir les accompagner. Tout à fait. Mais je sais qu'en tant que maman, c'est quelque chose qui me rassure énormément aussi. Après, je pars du principe que toute maman, mais probablement tout papa, sent quand c'est le moment d'aller consulter. Ouais. Je crois qu'on a toutes passé par là, on a parfois hésité, on s'est dit bouf, il peut venir hier matin, mais voilà. Ouais. Mais c'est vrai que souvent il y a cet instinct qui fait que je sais pas pourquoi, mais cette fois-ci tu vas. Oui. Donc je m'inquiète pas du tout. Mes belles-filles sont très, je pense, à l'affût de ce qu'elles ressentent et elles ont très bien réagi jusqu'à présent quand il y a eu des petits couacs. C'est vrai que quand Enzo et Leina ont été hospitalisés dernièrement pour la bronchiolite, ça fait toujours mal de voir un enfant à l'hôpital, même s'il a juste une jambe cassée par exemple. J'ai envie de dire que ça reste un enfant qui est mobilisé ou qui est empêché de faire ce qu'il veut, et puis c'est jamais... C'est vrai que tu te sens vite... c'est normal. Par rapport à ton mari, tu sais, le fait de devenir grand-père? Je dirais que ça revient assez dans ce que je viens d'expliquer pour moi, avec peut-être... ça c'est peut-être amplifié même chez lui, de faire le fou, de me déguiser, de me rouler par terre. Non, je crois qu'on part assez dans la même lignée. On a les enfants, on veut être à disposition, dans le sens, on veut être disponible pour eux. Oui, ils ont plein d'envies, plein de rêves, mais voilà, il y a peut-être un timing qui permettrait pas certaines choses. J'aime bien demander aux parents ce qu'ils aiment en fait dans la parentalité, dans leur expérience de parents. Bon, souvent, ils sont plein dedans, c'est pas fini, mais toi, t'as le recul aussi de pouvoir me dire ce que tu aimes en fait dans le fait d'être maman. Je pense que d'être maman, en tout cas pour moi, ça a été un besoin, une joie. Le complément au couple, ils m'ont apporté énormément de joie et de bonheur. C'était une période riche en plein de choses. C'était sportif et intéressant. Challengeant. En challenge, mais dans l'ensemble positif. On n'a pas eu de couacs, de gros soucis. Et justement, ça m'a appris énormément de choses. J'ai appris le respect dans les deux sens. Je pense que, voilà, si on donne pas du respect, on peut pas le recevoir. C'est quelque chose qui, dans ma famille, n'était pas connu, et donc pour moi, c'était nouveau. Et des liens avec les enfants. Et puis aussi, ça m'a permis de voir qu'il y avait des fonctionnements dans certaines familles qui ne me convenaient pas. Avec ma belle famille, bien qu'on ait énormément de différences puisqu'on vit pas du tout dans le même pays, ni pour nous dans une ville et pour eux dans un village, ça change aussi la donne. Malgré ça, ils ont bâti une famille qui m'intéresse. Une fois que j'étais maman, j'ai appris à quantifier cette situation, cet événement. Et du coup, dans le fait d'être devenue grand-mère, je sais pas si on dit la grand-parentalité. Oui, si. C'est une autre étape, en effet. C'est différent parce qu'il y a quand même justement une sorte de retrait. On n'est plus les parents, on est les grands-parents. Donc, ça ressoute de ce lien avec nos enfants, dans le sens où eux-mêmes sont parents. Et eux-mêmes sont venus nous dire « Waouh, vous avez fait comment avec toi ?» Oui, c'est vrai. Donc eux-mêmes réalisent certaines choses, plein d'anecdotes ou plein de choses, mais tant qu'on les vit pas, on peut pas le savoir. Et donc ça remet en
peu les pendules à l'heure. Les discussions sont différentes. Alors bien sûr, le 98% de nos discussions sont basées sur les enfants. Ça, mes propres enfants me le disent. Ouh, tu m'as pas dit bonjour. Je dis ah oui, salut, t'es là. Voilà, je reconnais. Mais bien évidemment, leur noyau familial maintenant est reporté sur leur nouvel partenaire, c'est logique, et du coup sur leurs enfants. Je me sentais pas mise en retrait, pas du tout, mais bien sûr, il prend ses décisions avec sa femme, ses choix, etc. Et nous, on peut être là en parallèle pour soutenir ou conseiller si besoin. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté où en devenant parent, on comprend aussi certaines choses, où on voit les choses. On change en fait un peu nos points de vue, nos perspectives, et surtout par rapport aux parents. On peut devenir peut-être plus dur. Moi, mes parents me disaient souvent « Tu verras quand tu seras devenue maman, on en reparlera ». Et puis, ouais, c'est vrai que ça permet un nouveau dialogue en fait avec les parents. C'est ça. Et l'échange est différent parce que le parent parle de la même chose, alors que lorsqu'il y a le parent et l'ado, par exemple, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Merci. Merci beaucoup pour ton témoignage. Et puis, c'est les débuts, mais c'est chouette que tu saches, en fait, ce que tu aimerais avoir comme relation, les valeurs qui te sont chères, justement, à partager avec tes petits-enfants. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très vite sur Parenthood.